Aujourd'hui, on va plonger en plein dans un film qu'on peut qualifier de culte sans autre, peut-être pas le film le plus célèbre, mais on va quand même plonger dans Abyss. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui, on va parler d'un film de James Cameron de 1989, à savoir Abyss. Alors, James Cameron, ses films, c'est toujours toute une histoire, il y a plein de trucs. Donc on va pas pouvoir rentrer dans de grands détails, mais j'avais quand même envie de vous parler de ce film. Déjà parce que James Cameron est un réalisateur reconnu pour ses succès commerciaux, parfois on le reconnaît aussi pour sa capacité à mettre en avant des technologies ou des choses comme ça, mais je trouve qu'en tant que réalisateur, il est souvent sous-estimé. Alors je vais pas vous dire que c'est le mec qui fait les meilleures images du monde et tout ça, mais c'est un mec qui arrive à vous attraper fortement dans son univers et à faire que ses scènes fonctionnent parfaitement. Bref, en d'autres mots, et même si ce terme est peut-être un petit peu fort aussi par rapport à ce film, il faut savoir que je me suis revu Terminator hier soir. Pour moi, James Cameron, c'est juste un putain de génie. Voilà, c'est un putain de génie du cinéma. Peut-être un peu différent, et en même temps hyper commercial, mais ce mec, faut dire les choses comme elles sont, pour moi c'est un tout grand du cinéma, en plus du tout grand du cinéma de divertissement, et ça, waouh, voilà, j'avais envie de lui dire ça. Merci James. Si tu regardes cette vidéo un jour, répond jamais, je pense pas. Et donc, pour ce film, James Cameron a eu la bonne idée de se dire « Tiens, si je tournais un film complètement sous l'eau ?» Il faut savoir que les films en mer ou sous-marin et tout ça, ça n'a jamais réellement fonctionné. Il y a une espèce de malédiction à Hollywood là-dessus. Je vous ai parlé de Waterworld dernièrement, vous voyez. Il y a toujours un peu ce truc-là. Et lui, il s'est dit « Non, non, je ne vais pas filmer sur l'eau, je vais filmer sous l'eau !» Ce sera encore plus compliqué. Et oui, on le sait, James Cameron est un fan de fonds marins. Il a d'ailleurs réalisé des reportages, dont un qui s'appelait, je crois, Les Fantômes du Bismarck, un autre sur le Titanic en lui-même, et d'ailleurs dans le Titanic, il y a aussi des scènes sous-marines. Donc bref, le mec est un fada de fonds sous-marins, et il s'est dit, tiens, tout le monde sous l'eau, les gars. Allez hop, c'est parti. C'est un taré. Et cette idée lui est venue lorsqu'il avait environ 16-17 ans, et qu'il a assisté à une conférence qui parlait justement des fonds marins. Et c'est là qu'il a commencé à avoir l'idée du scénario du film. Donc c'est pas quelque chose de récent chez lui, c'est vraiment un projet qui lui tenait à cœur. Il existe deux versions de ce film dont vous avez déjà entendu parler, donc la version cinéma et la version longue, et on comprend que le film a été coupé parce que, je vous rappelle, c'est un film des années 80, fin des années 80, certes, mais des années 80. Et dans les années 80, les films faisaient 1h30, 1h45, voilà quoi. C'était des films de durée normale, et ce film est spécialement long, donc on peut comprendre qu'il a été charcuté. Pour cette vidéo, j'ai regardé la version longue, parce que tout le monde dit qu'elle est plus complète, etc., etc., mais comme toujours, qui dit version longue, c'est plus complet, mais c'est aussi plus long, et peut-être plus de lenteur. La version cinéma, je l'avais vue il y a très longtemps, quand j'étais gamin, je l'avais adorée à l'époque, mais je peux pas vous en dire plus, hélas. Cependant, d'après ce que j'ai entendu dire, cette version longue est évidemment beaucoup plus logique dans son déroulement, les choses sont mieux expliquées. Par exemple, j'ai revu le final de la version cinéma sur internet, histoire de voir à quoi ça correspond. On m'avait dit que la fin était différente. Non, en fait, elle n'est pas différente. C'est juste que dans la version longue, elle est claire. On comprend mieux ce qui se passe, tandis que dans l'autre, c'est un petit peu moins évident. C'est simplement ça. Au casting de ce film, nous avons Mary Elizabeth Mastrantonio, qu'on avait pu voir dans Scarface, par exemple, parce qu'elle faisait la sœur de Tony Montana, et on a pu la voir dans un film que j'adore, Robin des Bois, Prince des voleurs, par exemple. Et il faut reconnaître quelque chose, je la trouve plutôt, comment dire, je trouve qu'elle a un certain charme particulier. C'est pas forcément une grande beauté, mais enfin, ça, chacun ses goûts, hein, évidemment, et c'est très secondaire, mais elle a un charme qui fonctionne bien à l'écran, je trouve. On a Ed Harris, acteur que j'aime beaucoup, qui généralement a été cantonné à plutôt à des seconds rôles. C'est un acteur que j'ai rarement vu, surtout dans le cinéma de divertissement, dans des rôles vraiment premiers, et là, bon, il a un rôle assez important, parce que c'est un des premiers rôles, hein. Il n'y a pas d'un rôle principal, hein, je pense, dans ce film, mais quand même. Et on a Michael Biehn, Terminator, Aliens, pour dire que le mec, il a retravaillé avec James Cameron, alors que tout le monde sait que James Cameron est un taré sur ses tournages. Hein. Non, lui, il dit « Ok, pas de problème, j'y retourne ». En même temps, Michael Biehn, même si c'est un acteur que j'adore, en tout cas chez James Cameron, je le trouve excellent en règle générale, en dehors, je dis pas qu'il a rien fait, hein, évidemment, il a travaillé, mais des rôles marquants, j'en ai pas tant que ça, hélas. Pour la petite histoire, il a tourné dans un film de Hong Kong qui s'appelle Dragon Squad, si je dis pas de bêtises, où il fait le méchant, et il doit entre autres proposer à une team composée de Samong et de 2-3 jeunes nouveaux, là, pas très intéressants à l'époque, tels que Sean Yue, ou des trucs comme ça, enfin bref, c'est une parenthèse. Bon, maintenant vient le moment de la note. C'est pas mon James Cameron préféré, faut dire ce qui est. Il est peut-être un petit peu froid, ce film, entre autres dû sans doute à ses difficultés de production. Il n'empêche que c'est un très bon film. Moins de 7, je peux pas lui donner, parce que c'est un très bon film quand même. Après, est-ce que je lui donne une note extraordinaire?
moi je vais lui donner, peut-être certains vont pas être contents, enfin je pense que c'est la note qui va énerver tout le monde, parce que c'est pas assez haut ou pas assez bas pour certains, mais c'est pas grave, c'est pas si bas comme disent les Russes. Moi je vais donner la note de 8 sur 10, parce que c'est quand même un excellent film. Et quand on connaît en plus tout ce qu'il y a autour, le tournage et tout, je trouve que le film devient encore plus passionnant. Vous me direz, oui mais ça c'est un truc c'est pas quelque chose de spectateur, ça c'est quand tu t'es un peu renseigné sur le film. Quand tu regardes le film en lui-même, on s'en fout de comment il a été tourné. Enfin, on s'en fout entre guillemets, mais c'est pas le spectateur qui regarde ça. Ouais, mais quand on regarde le film, c'est censé se passer à je sais pas combien de profondeur sous l'eau, et le film reste quand même impressionnant à ce niveau-là. Donc un petit mot sur le tournage. Le tournage de ce film est considéré comme ayant été un enfer pour tout le monde, parce que tout le monde était sous l'eau. Je pense que l'eau devait pas être non plus à une température super chaude tout le temps. Hein. Si tu avais besoin de déféquer haute variante, bah, tu le faisais sur place, hein, dans ta combi, machin. Hein. Et les gens, ils y passaient la journée entière, donc plus de 8 heures, je crois, hein, pour pouvoir tourner des scènes sous l'eau. Donc c'est pas très pratique tout le temps. Au niveau des passe-temps et tout ça, bon, bah, au bout d'un moment, t'en as plus beaucoup. Hein. Et donc ça pose un petit souci. Il y en a une qui dit que, bon, elle était dans une espèce de sous-marin, elle a dit qu'elle tricotait, elle a dit qu'elle a pu tricoter depuis le moment qu'elle était sous l'eau. D'ailleurs, je vous conseille le making-of qui est très intéressant aussi et qui révèle beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque le making-of est trouvable sur internet. James Cameron, comme à son habitude, était très exigeant et il demandait de faire des choses à des acteurs qui ne sont pas de leur calibre. Par exemple, la scène où le personnage de Ed Harris doit nager on va dire, d'une écoutille, je sais plus, enfin bref, d'un endroit à l'autre, sans scaphandre et sans oxygène, et ben il lui a réellement demandé de le faire là, sous l'eau, à ce moment-là. Alors bon, évidemment, on imagine qu'il y a des gens de la sécurité autour s'il y a besoin ou je sais pas quoi, mais il leur a demandé de faire ça. Et eux-mêmes disaient, mais attends, on n'est pas cascadeurs, nous on est juste des interprètes. Bref, James Cameron, il laisse pas faire des choses... Pour la petite histoire, les acteurs de ce film, donc dit Abyss en VO, se sont amusés à renommer ce film dit Abuse, l'abus, donc pour dire que oui, en effet, ils en ont chié. Si vous regardez le making-of, vous verrez que justement Marie-Elisabeth Mastrantonio, elle apparaît pas du tout. Elle y apparaît pas du tout, parce qu'elle s'est littéralement vexée avec le film. Hein. Elle a plus voulu en parler, elle a foutu le camp, donc elle a refusé tout ce qui était promotion. Ed Harris, il s'est connu qu'il a failli laisser sa peau sur le tournage. Lui, dans le making-of, il fait le job, hein, c'est-à-dire il est là, il parle, il dit des bonnes choses, etc. Mais au bout d'un moment, il a dit aux journalistes, arrêtez de me poser des questions sur ce film, s'il vous plaît, parce que voilà, quoi, vous savez que c'est un truc qui dérange et vous appuyez là-dessus, mais je refuse de répondre aux questions qui concernent ce film parce que je n'en peux plus. Donc oui, les acteurs en ont chié, tout le monde en a chié. Il y a la fameuse scène où Marie-Elisabeth Mastrantonio, on lui fait du massage cardiaque, qui a posé tout un souci parce qu'elle est censée être mouillée, elle est posée sur un truc froid, et bien évidemment c'est un film, hein, ça se fait pas en 2 secondes, hein, faut tourner, refaire. Et quand la scène était bonne, il se trouve qu'ils avaient plus de pellicule. Le caméraman, il a dit « Merde, on n'a plus de pellicule, faut la refaire ». Là, elle s'est énervée, elle s'est levée, elle a foutu le camp, elle a insulté tout le monde, elle s'est cassée, elle a dit « Il y en a marre ». Et pour la petite histoire, dans le making-of, quand ils en parlent, ils racontent cette anecdote, et puis ça finit par des trucs, bah, forcément, il faut avoir l'air sympa. « Ouais, mais il faut la comprendre, qui n'aurait pas réagi comme ça, blablabla, blablabla. » C'est un peu le souci du making-of, c'est que si vous regardez, il arrondit les angles pour justement que ce soit... pour que ça passe bien. Mais si vous arrivez à lire un petit peu entre les lignes, vous vous rendez compte qu'en effet, tous les acteurs, ils en ont chié et qu'ils n'en peuvent plus. Alors dans le making-of, ils sourient, ouais, c'était physique. Ils le présentent comme quoi ils ont surmonté une montagne et tout, et ils en sont fiers. Mais tu sens que par derrière, d'ailleurs, à la fin, ils font, ouais, si c'était à refaire, vous le referiez. Alors ils le disent avec le sourire, mais ils font, no way, pas moyen qu'on refasse un film du genre, quoi. Et comme j'ai dit, c'est avec tout ce genre de choses en tête, et il y en a d'autres, hein, qu'on peut regarder ce film avec un œil peut-être un petit peu différent, même si, comme je dis, le spectateur lui-même, il s'en bat les entrejambes. En ce qui concerne la mise en scène, on peut dire que c'est carré, que c'est bien fait. Ça manque peut-être un petit peu de grosse maîtrise ou de plans plus iconiques et tout ça, mais comme j'ai dit, il faut le remettre dans le contexte. Donc, que le film soit déjà carré et bien fait, c'est de l'ordre du miracle. Le film en lui-même, il joue beaucoup la sensation de claustrophobie sous-marine, entre autres grâce aux couleurs, hein, la couleur bleue, tout ça, qui donne un côté froid, un côté oppressant, en plus, comme j'ai dit, que les gens soient vraiment dans ces situations-là. À part certaines scènes précises, où on a une couleur très différente qui arrive, j'essaie de rester vague pour ceux qui n'auraient jamais vu le film, et c'est le but du film, justement, qu'à ce moment-là, on a une sensation de libération. On peut dire de ce film que c'est un film lent, qui va à la vitesse de nous quand on est dans l'eau, c'est-à-dire un peu au ralenti, mais qui est toujours tendu. Il y a toujours une tension pendant toute la durée du film, et c'est ce qui fait qu'on arrive à rester accroché. James Cameron lui-même a dit que l'un de ses exemples pour ce film, un de ses buts, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace. Disons les choses comme elles sont, il n'arrive pas à atteindre le niveau de 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que justement, c'est pas aussi maîtrisé, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi esthétique que 2001, l'Odyssée de l'espace, mais c'est quand même bien fait.
Et comme j'ai dit, il ne sacrifie pas du tout l'aspect grand public, avec des scènes d'action, une romance, des trucs et des machins. L'un des autres exemples du film, c'est Alien, avec ce vaisseau, ces couloirs, et ce côté, il y a un truc pas normal, dangereux qui erre dans la zone, etc. Avec ce côté, on va dire, film de science-fiction, justement, sous tension, un peu à l'ancienne, où l'ennemi finalement c'est eux-mêmes, c'est la situation. Il y a aussi par exemple Sunshine, si vous voulez un peu ce genre de film, sauf que c'est pas en l'espace, pas du tout dans l'espace. Et puis pour rappel, James Cameron, Alien, je crois qu'ils ont un lien à un moment donné, je sais plus où. Il y a peut-être un moment où James Cameron s'est dit tiens, je vais réaliser un film Alien. Je sais pas, je dis ça comme ça. Les effets spéciaux du film sont encore tout à fait regardables aujourd'hui, il n'y a aucun problème, honnêtement, ils sont beaux, j'ai trouvé. Et je rappelle quand même qu'ils avaient gagné l'Oscar pour cela. Ils avaient aussi été nominés pour des Oscars au niveau technique, pour dire que techniquement, le film, le tournage, tout ça, c'est très important, pour ça que j'en parle beaucoup, parce que c'est là où se situe la réussite. La grosse réussite, indéniable, au-delà du film en lui-même. La scène du rat, quand j'étais gamin, m'avait halluciné, surtout qu'on m'avait dit que c'était une vraie scène réalisée sans trucage. Et il faut dire les choses comme elles sont, la scène est assez hallucinante. Elle est hallucinante. Alors, en même temps, tu te dis que l'animal, il n'est pas très bien traité. Alors, il y a eu des discussions, parce que je crois qu'il y en a un, il est mort genre 2 semaines après le tournage, ou un truc comme ça, puis les gens ont dit oui, mais non, c'est normal, il avait l'âge et tout. Je pense pas que les animaux soient très bien traités quand tu les fous dans un liquide, même s'ils arrivent à le respirer. On va éviter tout de même ces choses-là, surtout que j'ai entendu dire que ce liquide, il y a eu des expériences comme quoi oui, ça fonctionne, mais enfin bref. On va pas rentrer dans le détail, juste pour dire qu'il y a peut-être des animaux qui ont été maltraités, mais il n'empêche que le fait de voir cette scène sans trucage à l'écran, savoir que c'est sans trucage, reste quand même une expérience assez hallucinante. Je vais parler des acteurs, mais je vais aussi parler des personnages, parce que les personnages, je les trouve formidablement bien écrits, formidablement bien équilibrés. Ed Harris est, comme à son habitude, j'ai envie de dire, toujours excellent. Comme j'ai dit, il a peut-être manqué dans sa carrière de rôles principaux. D'ailleurs, si on regarde bien dans ce film, il a un rôle important, hein, clairement, hein, c'est un des rôles principaux du film, mais c'est pas lui le grand leader qui va pousser les choses et va les faire avancer. Pourtant, il a un rôle important. Mary Elizabeth Mastrantonio incarne un personnage que je trouve aussi formidablement bien écrit. Alors, on pourrait la trouver chiante, parce qu'elle arrête pas de gueuler, et ci et ça, mais déjà, ce qui est très bien fait, c'est que elle est chiante du début à la fin du film, c'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas de changement de caractère, elle n'est pas chiante à un moment. C'est-à-dire au début, on nous la présente un peu comme une casse-bonbon, et ensuite, on se rend compte que oui, bah, c'est son caractère, elle est forte, elle y va, et d'ailleurs, à un moment donné, elle le dit elle-même qu'elle est devenue comme ça pour se protéger, et on voit que ce personnage, dans toutes les situations, gère ça comme ça. Alors, dit comme je le dis, on peut se dire c'est juste une grosse chose du début à la fin. Non, parce qu'il y a une raison un peu derrière, c'est son caractère. Et je trouve que c'est bien équilibré de pas juste faire bon, alors là, elle va être chiante parce que ça nous intéresse, non, mais là, ça nous intéresse pas, là, tu redeviens chiante. Non, 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 c'est bien géré. J'aime ça. Et c'est pas parce qu'elle est chiante qu'elle perd certains attributs stéréotypes féminins, comme celui d'être plus sensible, par exemple. C'est elle qui est sensible à certaines situations qui se passent, c'est elle qui comprend certaines choses. Alors, ça peut faire un peu stéréotype, mais vu qu'elle est chiante d'un côté et stéréotypée un peu de l'autre, on va dire, hein, et ben on trouve justement une forme d'équilibre que je trouve tout à fait réussie. Michael Biehn, dans ce film, il est très bon. Il est très bon, j'adore cet acteur, regardez-le dans Terminator, regardez-le dans ce film, vous verrez que son interprétation est totalement différente, il est capable de faire quelque chose de totalement différent. Alors certes, son personnage est chiant du début à la fin, c'est un mec qui est soumis à la pression et qui devient un peu gaga, mais il faut le comprendre, le mec c'est un soldat, il a des ordres, il y a une situation avec des Russes peut-être là-dedans, que ça risque de péter, machin, et qui plus est, il est entouré de scientifiques sortis tout droit de Prometheus qui sont là, oh, il y a des formes de vie qui ont l'air gentilles, on les connaît pas, mais elles ont l'air sympas. Excusez-moi, hein, tout le monde a critiqué en Prometheus, le mec il se dit attends, il y a des putains de bobets là qui sont en train de me dire oh tu te rends compte, il y a peut-être une forme de vie sous l'eau. Le mec tu m'étonnes, il se dit attends c'est dangereux, je vais faire péter les bombes. Donc ce que je veux dire c'est qu'en plus le personnage est logique. Non mais il faut aussi comprendre, le personnage de Mary Elizabeth Mastrantonio, hein, donc Lindsay, elle dit des extraterrestres, je ne les ai pas sentis méchants. Ça c'est une analyse scientifique. Hein. À un moment donné il y a l'espèce de tentacule d'eau là, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le doigt dedans et hop, elle se le met dans la bouche. Prometheus, je vous dis, moi. L'un des petits soucis du film, hélas, c'est que, à part ces personnages-là, les autres sont un petit peu sous-développés. Ils sont là, ils aident, mais ils sont sous-développés. Et le film, aussi, se divise assez rapidement de manière très manichéenne, les gentils et les méchants, et on prend très vite parti pour certaines personnes. Alors c'est un peu un stéréotype hollywoodien, hein, qu'on est des très gentils, des très méchants, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être pris dans l'action. C'est pas un film sur le dilemme qui a raison, qui a tort, et on sait pas trop, et il y a un suspense qui se crée là-dessus, c'est eux ils ont raison et il faut qu'ils y arrivent, parce que eux ils vont foutre la merde.
Même si, quand on regarde, comme j'ai dit, Prometheus. La fin du film et sa morale finale. J'ai entendu dire plusieurs fois que les gens trouvaient cette fin moralisatrice, banale, etc., etc. J'ai envie de dire aux gens, mais vous êtes des saoulés de la vie. Hein. Vous êtes des saoulés de la vie, hein, je sais pas. Des fois, quand on vous dit des choses bien, certes, classiques, ça vous énerve. Ok, d'accord, c'est ultra classique. Mais en même temps, de nos jours, hein, comme si on avait arrêté de faire ces conneries, comme si on était une espèce qui avions passé un stade supérieur d'évolution. Ben non, et je pense que de temps en temps, le répéter, eh ben c'est pas plus mal. Oui, vous l'avez déjà entendu, et les générations précédentes et suivantes, eh ben elles ont aussi besoin de entendre ce message de temps en temps, ce genre de message. Et peut-être un jour, je fantasme, l'appliquer. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que ça fait un mauvais message pour autant? Est-ce que le message qui se veut positif, qui est transmis, devient négatif parce qu'il est cuculapraline? Je suis pas d'accord là-dessus. Surtout qu'il est amené de manière assez correcte. Voilà, c'est mon coup de gueule. Le film joue un petit peu la carte du mystère et c'est aussi ce qui nous permet de rester accrochés jusqu'à ce final. Le problème, c'est que c'est un film qui est assez connu, ce qui fait que la plupart des gens connaissent déjà la réponse. C'est pour ça que moi je la connaissais déjà. Ah bon, j'avais déjà vu le film, vous me direz, mais... Beaucoup de gens la connaissent sans doute déjà, et ça peut gâcher un peu le film sur sa tension et tout ça, ce qui fait qu'on aura un peu de mal à avoir une espèce de primo-visionnage, la sensation première et tout ça, qui fait qu'on perd un peu aussi à ce niveau-là. Il faut en tenir compte quand on regarde le film, si on connaît déjà un peu la fin. Et ouais, c'est un petit peu dommage aussi, du coup, ça veut dire que le film, dans sa révision, perd un petit peu en puissance. Comme le film est lent, forcément, il y en a qui vont juste se faire chier, qui vont vouloir foutre le camp et s'arrêter là, hein. Normal. Et comme j'ai dit, la version longue, elle est plus longue, et donc plus lente. Tout simplement, aussi. Ce qui fait que le film n'est pas parfait. Le film n'est pas parfait, il a des défauts, tout simplement. En gros, et pour faire simple, je vous dirais que ce film est le film sur les fonds océanographiques par excellence. C'est pas un film de sous-marin, c'est un film qui se passe sous l'eau, et où le centre du film, c'est ces abysses-là. Alors c'est marrant parce qu'en Belgique, j'en ai parlé avec entre autres Zoltan, qui citait je crois Nos Ciné, si je dis pas de bêtises, en disant que James Cameron, il a cette capacité-là, c'est qu'il prend la technologie au sens large, hein, là ici on pourrait parler de cette notion justement sous-marine, et il en fait le centre du film, ce qui fait que le film vit pour et par cette technologie, c'est-à-dire ce film vit pour mettre en avant cette technologie qui est le moteur de l'histoire, mais le film, d'une certaine manière, existe aussi pour mettre en avant, pour utiliser cette technologie. Alors je suis un peu vague, mais c'est un peu l'idée, hein. Je suis un peu vague, oh, sous l'eau, oh, c'est génial. Donc le film n'existe que parce qu'on met en avant cette technologie sous-marine. Là je dis technologie, mais vous voyez que James Cameron est la technologie au sens large, hein, d'accord? Donc l'histoire de ce film est au service de ses effets spéciaux au sens large, hein, chez James Cameron, hein, je vous laisse comparer ça à d'autres films, et ces effets spéciaux sont au service du film. Et ça c'est vachement intéressant. C'était une discussion intéressante qu'on a eue à ce moment-là. Pour le reste, c'est James Cameron, un des plus grands faiseurs de spectacles aux États-Unis. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de la romance. Que demande le peuple? Que demande le peuple avec un film pareil? Je sais pas. C'est un pur blockbuster qui t'en met plein la gueule. De nos jours, on se plaint de blockbusters aseptisés, pas celui-là, il l'est pas. Rien que dans son idée de réalisation, dans ce qu'il veut montrer, il y a quelque chose, et rien que pour ça, il faut voir le film. Et pour le reste, c'est un film de grande qualité, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si c'est la première fois qu'on se voit, abonnez-vous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ouais, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir idée de conclusion. Voilà. Allez, ciao tout le monde.